Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau webinaire dans lequel on va parler d'un enjeu majeur. On va parler de la réputation locale à l'ère de l'IA générative et on va voir comment finalement les IA notent votre ou vos établissements sans vous le dire. On va comprendre ensemble les mécanismes derrière le référencement dans ce qu'on appelle désormais dans ce qu'on appelle les LLM, donc les IA génératives. Et on va décortiquer ensemble tout ce mode de fonctionnement pour essayer de mieux se positionner finalement en tant qu'établissement, en tant que réseau, dans ces nouveaux moyens de mener de la recherche en ligne. Mais avant ça, je vais peut-être commencer par me présenter et vous présenter Cosplace pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Alors, j'ai vu beaucoup de nos clients de connecter dans les prénoms, donc je vous remercie de votre fidélité. Et pour ceux qui nous découvriraient ce matin, donc Cosplace, donc moi je suis Thibaut Druez et je représente la plateforme Cosplace. On est un outil de gestion de l'e-réputation et de manière plus globale de marketing local tout en un, puisqu'on accompagne nos clients bien sûr sur le sujet des avis, mais pas que, sur le sujet de la visibilité en ligne, de manière générale. Autant, d'éléments, de sujets plutôt, que l'on va évoquer, ce matin, en détail. Donc Cosplay, c'est une entreprise française, et indépendante qui, fait ce métier depuis, presque 15 ans maintenant. On accompagne pas mal de clients dans des secteurs d'activité assez divers et variés, des très grands groupes pardon, français, et des structures à taille, plus humaine, avec pas mal de partenariats, notamment avec Google, avec les pages jaunes, pour permettre à nos clients de rayonner en termes d'e-réputation. Voilà pour la rapide présentation de Cosplace et je vous propose de passer sans plus attendre au sujet vraiment qui nous intéresse ce matin et surtout au programme. Donc, dans un premier temps, on va voir ensemble pour introduire, pour contextualiser, un constat finalement que vous avez déjà fait. Si vous êtes là ce matin, c'est que les IA, vous le savez, prennent de plus en plus de place et finalement sont en train de devenir le premier point de contact entre vous et vos clients ou surtout vos futurs clients, parce que l'intérêt est de pouvoir être recommandé, hein, on va en parler en détail, auprès d'internautes qui ne vous connaîtraient pas encore. Pour ceux qui vous connaissent déjà, évidemment, c'est bien de continuer de faire de la notoriété, etc. Mais l'enjeu est surtout de permettre à des internautes qui ne vous connaissent pas, des futurs clients, de vous découvrir. Et donc, on va voir ensemble finalement les mécanismes, le fonctionnement des LLM, hein, des IA génératives, pour choisir un établissement plutôt qu'un autre. Pourquoi déjà, combien d'établissements vont-elles recommander sur une requête et pourquoi elles choisissent tel et tel établissement et pas les autres. Et on va voir qu'il y a un vrai changement sur ce sujet-là de paradigme par rapport au mode de fonctionnement des moteurs de recherche traditionnels. On regardera aussi en détail finalement où ces IA vont-elles chercher l'information. C'est ça qui est intéressant de comprendre pour pouvoir optimiser ensuite son référencement et ce qui est dit à notre sujet en tant que marque, en tant qu'établissement, en tant que réseau. Il faut bien comprendre où l'information va principalement être puisée par les IA. Et puis, nous finirons par un exemple, notamment, je vous montrerai un cas concret d'un restaurant qui est plutôt un bon élève avec un bon référencement. Et on finira par un petit temps d'échange, comme on le fait toujours si vous avez l'habitude de nous suivre. Ce sera le moment à la fin, si vous le souhaitez, de poser toutes les questions. S'il y a des questions qui viennent au fur et à mesure, n'hésitez pas à les poser dans le chat directement, mais j'y reviendrai pour le coup, je les vois passer, mais j'y reviendrai en fin de présentation. Donc, pour introduire, je le disais, les IA génératives qu'on appelle aussi donc LLM, les Large Language Models, il en existe toute une série, hein. Vous connaissez a priori ChatGPT, vous connaissez sûrement Gemini aussi de chez Google, Copilot de chez Microsoft et aussi peut-être Perplexity. Vous aurez reconnu les logos qui apparaissent à l'écran. Le principe, le fonctionnement de ces outils, c'est que vous allez leur poser une question ou en tout cas émettre une requête, un prompt comme on dit, et l'outil va vous fournir une réponse, un contenu qu'elle va générer, que ce soit un contenu écrit, un contenu texte ou d'ailleurs désormais ça peut être du contenu multimédia, des photos, des vidéos, des supports, etc. etc. Donc tous ces outils sont, on va dire, concurrents avec des spécificités. Alors ChatGPT
et bien évidemment, l'outil qui a démocratisé l'usage de l'IA générative et ensuite, on a vu tous les concurrents, apparaître avec certaines spécificités bien sûr, Copilot étant, l'outil par exemple intégré, dans Bing directement de chez, Microsoft, Gemini étant, l'IA de Google et Perplexity qui va être, à mi-chemin finalement entre une IA générative et un moteur de recherche. Donc elles ont, chacune, ces IA leur spécificité mais le mode de fonctionnement est assez, est sensiblement le même. Donc ce qui est intéressant de regarder finalement, c'est quelques chiffres, qui montrent que ces outils sont en train, de devenir le premier point de contact, même si aujourd'hui, à date, ça reste encore Google. Mais les chiffres, grandissent de manière assez, importante de trimestre ou même de mois en mois. Aujourd'hui, on parle de 2,5 milliards de requêtes chaque jour sur ChatGPT. ChatGPT tout seul, on l'a vu, il y a évidemment toute une série, d'outils, concurrents. Donc mis bout à bout, c'est des dizaines de milliards de requêtes. Donc c'est évidemment, impressionnant, même si on est loin pour l'instant, des requêtes, émises sur Google qui reste largement leader, sur le marché de la recherche en ligne. Mais tout ça est en train d'être, bousculé. Ce qui est intéressant de noter, c'est évidemment les requêtes d'ordre local. C'est ce qui nous intéresse, ce matin. Et lorsqu'on pose une question à l'IA, et je reviendrai après en détail, mais on a 2 cas de figure possibles. Premier cas de figure, vous avez posé une question très basique: «Quelle est la capitale de la France?» Évidemment, l'IA a été entraînée, sur, pas mal de données et elle sait pertinemment que c'est Paris. Elle n'a pas besoin de réfléchir trop longtemps. Elle connaît, la réponse à cette question qu'elle va vous fournir en instantanéité. Elle est entraînée, sur, cette information. Maintenant, si vous lui posez une question d'ordre local ou sur une actualité pour laquelle elle n'a pas forcément la réponse, eh bien, dans ce cas-là, elle va déclencher une recherche. J'y reviendrai après en détail. Et dans ce contexte-là, les requêtes d'ordre local eh bien, vont déclencher dans 2 tiers des cas une recherche en ligne. Et c'est ça qui nous intéresse, puisque c'est dans ce cadre-là qu'il va falloir vous positionner en tant qu'établissement. On n'a pas aujourd'hui les chiffres officiels de la proportion de requêtes d'ordre local effectuées sur les LLM, mais au vu des 2,5 milliards de requêtes chaque jour, on peut imaginer que c'est quand même une part significative qui doit se compter en millions, voire en dizaines de millions. Alors, concrètement, vous avez, probablement, encore une fois, si vous êtes là ce matin, c'est que le sujet vous intéresse. Donc j'imagine que vous avez déjà fait des requêtes sur, ChatGPT ou les autres et vous, voyez, très, très bien comment, cela fonctionne. Maintenant, vous avez peut-être, pas encore fait ou alors vous l'avez peut-être fait il y a longtemps, mais une requête d'ordre local. Les codes ont pas mal évolué, sur ChatGPT qui va proposer désormais, hein, on le voit sur la gauche de l'écran, un affichage qui reprend finalement les codes de la recherche, hein, sur Google, avec l'affichage d'une cartographie et des, points d'intérêt, en l'occurrence là des restaurants dans le cadre de ma requête avec les notations qui apparaissent et un classement qui est proposé. Ma requête était assez simple, je vais passer un week-end, à Bordeaux, avec ma femme et nos 2 enfants, est-ce que tu peux me recommander un restaurant? Et donc les LLM ne vont pas restituer, l'information telle que Google peut le faire. Google va aller chercher une information sur votre site, par exemple, ou sur un forum, un blog et il va simplement la restituer. Les IA fonctionnent différemment. Elles vont, chercher l'information, bien sûr, mais elles vont s'appuyer surtout sur des données structurées, j'y reviendrai après en détail, des signaux de confiance et en fonction finalement de ces informations qu'elles vont trouver, elles vont se faire une opinion de qui vous êtes en tant que marque, en tant qu'établissement, en tant que magasin, en tant que restaurant, et elles vont choisir de vous recommander ou pas et elles vont surtout recommander l'option, qui lui paraît être la plus pertinente et la plus crédible. C'est ça qui est important de noter. À l'inverse des moteurs de recherche traditionnels où on va mettre quelques mots-clés, 2, 3, 4 maximum, en tout cas en moyenne, et bien là, on va pouvoir fournir un maximum de contexte à l'IA. Je reprends l'exemple de ma requête, mais je lui indique que je serai dans telle ville pour le week-end, avec, ma femme, mes enfants, que je cherche un restaurant. Je vais pouvoir donner un maximum de contexte, aller même plus loin. Pourquoi pas dire: «On cherche un restaurant, végétarien ou on cherche un restaurant qui propose ce type de plat» et cetera et cetera. Je vais pouvoir fournir un maximum d'informations et c'est pour ça qu'IA va nous proposer la réponse, encore une fois, la plus adaptée, j'insiste là-dessus
et pas forcément le meilleur restaurant, mais le plus adapté à ma recherche. C'est tout l'enjeu et tout l'intérêt d'utiliser ces nouveaux outils en tant que consommateur, en tant que client, puisque ça permet de dégrossir en quelque sorte un maximum notre recherche qui nous aurait pris beaucoup plus de temps, on va dire, en passant par Google. Et donc là où il y a un changement, je le disais en introduction, de paradigme important, il est surtout sur les sources qui vont être citées, le nombre de sources. Si je prends une requête, classique sur Google, donc si j'avais tapé mon exemple du restaurant ou là, mon exemple qui apparaît à l'écran plutôt de ma recherche d'un coiffeur pour homme à Toulon, donc j'aurais tapé vraisemblablement sur Google, coiffeur homme Toulon, j'aurais eu, vous le savez, mes liens, organiques, hein, donc les liens bleus avec 10 résultats par page, potentiellement sur une requête de ce type, des dizaines de pages et donc des centaines de résultats au total. Sur les IA génératives, alors là, sur la gauche de l'écran, c'est une requête sur ChatGPT et sur la droite, c'est Gemini. Sur la gauche, on voit qu'on a au total 4 résultats, 4 sources qui m'ont été citées ou recommandées, hein, donc 4 coiffeurs différents. Et chez Gemini, j'en ai eu que 2. En moyenne, je dis bien, hein, sur tous les LLM, c'est environ 4,3 sources qui vont être citées pour une requête versus eh bien, nos 10 liens sur Google, simplement sur la première page, hein. Encore une fois, il peut y avoir, vous le savez, de nombreuses pages en fonction de la requête émise. Ce qui veut dire que sur Google, et je le mets entre grosses guillemets, on a le droit d'avoir un mauvais référencement, mais on existe quand même. Sur les LLM, c'est là où je parle de changement de paradigme, c'est que si on n'est pas cité, on n'existe pas. On est totalement invisibilisé et donc on parle d'une une concentration brutale. Le winner takes it all, comme disent les Américains. Et donc, en gros, si vous êtes cité, bah, vous récoltez potentiellement tous les clients ou les futurs clients, alors que si vous êtes invisibilisé, eh bien, c'est en quelque sorte un gros manque à gagner. Sur le côté conversion, donc c'est important aussi. L'IA permet d'avoir des leads ou des prospects, des futurs clients qui seront beaucoup plus qualifiés. C'est ça qui est intéressant aussi de noter. Même si, je le disais, les proportions de recherche ne sont pas encore dans les mêmes dimensions. Google reste largement leader, hein, pour l'instant sur le marché de la recherche en ligne. Mais en tout cas, un prospect, un futur client qui vous trouve via l'IA aura 4 fois plus de chances de devenir effectivement client. En tout cas, sera 4 fois plus enclin à devenir client qu'une personne qui vous aurait trouvé via Google ou un autre moyen. Pour une raison simple que j'évoquais aussi, c'est que finalement, on va pouvoir s'auto-qualifier, si j'ose dire, en tant que prospect. On va pouvoir. Une petite coupure, pardon. Est-ce que l'on m'entend bien? Il y a eu une toute petite coupure. Oui, on m'entend bien. Super. Hop, je suis désolé, j'ai une petite coupure. Voilà, c'est revenu. Donc, je disais, si. Hop, je suis désolé, j'ai un petit problème avec mon micro. Hop, je vais couper. Ah, excusez-moi pour le petit problème technique. Euh, Hop, voilà, c'est bon, c'est revenu, ça devrait fonctionner. C'est les aléas du direct. Donc oui, je disais, le fait de passer par les LLM pour faire une requête, on va pouvoir donner un maximum de contexte. Et a priori, au moment où on a le résultat proposé par l'IA, on ne va pas chercher à creuser plus loin. D'ailleurs, les taux de clic dans les LLM sont très faibles, même s'il y a les sources qui sont indiquées. Très peu d'internautes vont cliquer pour aller sur la source en question, aller vérifier l'information. Donc, généralement, on prend cette info, en tout cas dans 99% des cas, comme argent comptant. Et comme on a eu tout le compte, on a émis tout le contexte et on a toutes les réponses dont on a besoin, c'est beaucoup plus quali, en quelque sorte, que si on a découvert un peu par hasard une entreprise comme ça sur Google sans avoir plus d'informations. C'est pour ça que les taux de conversion sont à prendre avec des pincettes, mais c'est une étude SEMrush qui montre que c'est 4 fois plus qualifié, on va dire, quand on vient d'un LLM. Alors, je l'évoquais en introduction, les deux modes de mémoire ou de fonctionnement de l'IA finalement, et ça c'est un point vraiment majeur, important à comprendre, notamment dans le cadre de la recommandation au niveau local.
Il y a deux formes de mémoire principales. On a tout d'abord ce qu'on appelle la mémoire interne. Donc l'IA, par définition, a été entraînée pour pouvoir vous fournir des réponses sur des quantités de données très importantes, sur tout le web jusqu'à une certaine date, sur des encyclopédies, sur des livres, sur la connaissance humaine, on va dire, de manière générale. Donc, si vous posez une question d'ordre historique, d'ordre culturel, etc., forcément, l'IA a la réponse. Par exemple, tout à l'heure, la capitale de Paris, la capitale de la Norvège, l'IA sait instantanément que c'est Oslo. Et d'ailleurs, elle le précise en réponse rapide, puisqu'elle a été, encore une fois, entraînée sur cette information qu'elle connaît. Elle n'a pas besoin de réfléchir bien longtemps ou d'aller chercher une source externe pour répondre à cette question. Maintenant, si je lui pose, et on voit un petit peu moins bien le screenshot sur la droite, je vais vous lire le prompt. Si je lui pose la question suivante, voilà, je me situe dans le Vieux-Lille et ce midi, j'aimerais bien un Pokéball pour mon déjeuner. Est-ce que tu peux me recommander un restaurant? Et donc là, sur un sujet finalement d'ordre local ou sur une actualité, ça pourrait être la même chose, eh bien, l'IA n'a pas forcément la réponse en mémoire à cette question que vous allez lui poser. Et donc, dans ce cas-là, on a une mécanique. Vous avez peut-être déjà vu cet acronyme passer, le RAG. En fait, c'est le côté génération augmentée par la recherche. Donc, l'IA sait au moment où vous lui posez la question qu'elle n'a pas la réponse en mémoire par rapport à ce que vous lui demandez. Et donc, pour éviter d'halluciner, comme on dit, et de vous fournir une réponse à côté de la plaque, puisque les outils sont programmés pour vous répondre quoi qu'il en soit, eh bien, elle va aller chercher, elle va déclencher une requête sur le web pour aller chercher la réponse la plus adaptée, encore une fois, à cette requête. Et donc, elle va aller chercher des données fraîches et structurées en regardant les avis, en regardant des annuaires pour savoir si eh bien, le restaurant de sushi ou de poké en question est bien ouvert ce midi, s'il se situe bien dans le Vieux-Lille, etc. Elle va aller chercher toutes ces informations qui finalement ont pu évoluer par rapport à la dernière requête similaire qu'elle aurait reçue potentiellement plusieurs jours ou plusieurs semaines avant. Et donc ça, c'est hyper important de le noter, de bien le comprendre. C'est deux façons de faire différentes en fonction de la requête. Encore une fois, ça va nous intéresser ensuite pour bien se positionner et bien comprendre cette mécanique de référencement au niveau local. Sur la répartition, c'est important aussi, je pense, de l'avoir en tête. Pour information, c'est 60% des requêtes sur ChatGPT pour lesquelles ChatGPT peut répondre grâce à sa mémoire interne. Donc, où se situe la Tour Eiffel, combien mesure l'Empire State Building, etc. Et bien évidemment, l'IA le sait, et encore une fois, c'est de la réponse rapide, elle a été entraînée sur ces données. Et les 40% restants, donc c'est des sujets plutôt récents, des recommandations, des sujets d'actualité ou nos requêtes locales. Alors justement, quand on a une requête d'ordre local, donc une demande de recommandation, je reprends mon exemple du début. Recommande-moi un restaurant pour ce week-end. Je serai à Bordeaux avec ma femme et mes deux enfants. Donc là, l'IA n'a pas forcément été entraînée, ou en tout cas, elle a été entraînée, mais elle sait qu'elle n'aura pas la bonne réponse si elle ne va pas consulter un certain nombre d'informations récentes. Et donc, elle va déclencher en simultané plusieurs requêtes. Elle va découper mon prompt, ma requête initiale, en plusieurs sous-requêtes. Elle va, par exemple, déclencher une recherche sur restaurant Bordeaux-Centre, restaurant familial à Bordeaux, les avis des restaurants à Bordeaux, les restaurants ouverts ce week-end à Bordeaux, la qualité-prix, est-ce que les enfants sont les bienvenus, etc. Elle va découper. Alors, ce nombre de recherches va dépendre évidemment de la longueur et va dépendre du prompt. Donc, c'est difficile de donner un chiffre précis. Mais en tout cas, sur, là, par exemple, un prompt assez court, elle peut découper en moyenne 5 ou, en 5 ou 6 sous-requêtes qu'elle va donc déclencher en simultané sur le web. Et ensuite, elle va agréger les informations qu'elle a récoltées. Elle va les analyser, elle va les recouper et en fonction de ces informations, eh bien, elle va me formuler une recommandation par rapport à tout ce qu'elle aura pu consulter sur différentes plateformes. C'est ce qu'on appelle la mécanique de query fan-out. Vous avez peut-être déjà vu passer aussi cette thématique, enfin, ce sujet dont on parle beaucoup en ce moment, qui permet de bien comprendre
l'anatomie finalement d'une requête par les IA, encore une fois dans le cadre où ce serait une requête pour laquelle elle n'aurait pas la réponse dans sa mémoire interne, comme je le disais précédemment. Maintenant, quand on a dit ça, il est important aussi de dire et de comprendre ce que vont lire les LLM quand ils vont déclencher ce fameux RAG, hein, donc cette recherche en ligne pour améliorer la qualité de leurs réponses. Eh bien, dans le cadre d'une recommandation, on pense spontanément à l'expérience vécue par les clients. Donc, les retours, vraiment les feedbacks, les avis authentiques ou les avis de manière générale des clients, c'est un élément qui est très, très regardé pour le coup dans le cadre d'une recommandation. Je parlerai juste après des différentes sources. C'est probablement une question que vous vous posez aussi, de savoir quelles sont les sources qui ont de l'importance justement et est-ce que certaines ont plus de poids que d'autres dans ce côté recommandation. Deuxième élément, des données structurées. J'en ai parlé rapidement en introduction, mais aujourd'hui, les IA ont besoin, pour accéder à l'information, d'avoir une certaine grille de lecture. Elles ne vont pas lire un site Internet, ça paraît logique ce que je dis là, mais comme nous humains, elles ont besoin de données structurées, d'un langage qui est adapté, encore une fois, à leur façon de scanner et de collecter l'information dans votre écosystème. Donc, il faut impérativement avoir un certain nombre de balises, et il faut que les données soient globalement structurées pour être accessibles aux IA. Avoir un contenu dit expert, donc un contenu avec des sources, un contenu avec des chiffres, un contenu finalement au-delà d'un simple contenu marketing, un contenu qui soit vraiment positionné en tant qu'expert. Alors là, vous allez me dire, vous êtes peut-être en train de penser que finalement, c'est des éléments qu'on retrouvait aussi sur le référencement classique, sur les moteurs de recherche traditionnels, en tout cas pour les avis et le contenu expert. Alors, vous avez raison de le penser, c'est vrai, il y a beaucoup de passerelles entre ce qu'on appelle le SEO traditionnel que vous connaissez, hein, donc toutes les mécaniques que vous mettez en place pour être bien visible sur les moteurs de recherche traditionnels, et désormais tout ce que vous allez faire aussi pour être visible sur les LLM, c'est ce qu'on appelle le GEO, et entre les deux, bien sûr, il y a des passerelles assez importantes. On parle même de socle commun, c'est-à-dire que tout ce que vous avez fait depuis potentiellement des années, pour travailler votre référencement en ligne va bien évidemment venir nourrir votre référencement dans les LLM. On parle aussi désormais de FAQ et de contenu conversationnel important que les IA privilégient. Voilà le côté vraiment langage un peu parlé, un peu courant, pouvoir adapter encore une fois ce contenu dans votre écosystème, avoir des mentions tierces sur des forums, sur des sites spécialisés, le fait d'être reconnu en tant qu'expert dans son écosystème, pouvoir être cité sur des blogs, dans des articles de presse. C'est ce qu'on appelle du netlinking hein, dans le jargon, c'est-à-dire des liens externes à votre site qui pointent vers celui-ci. Ça lui donne évidemment une forte autorité et une bonne notoriété. Et enfin, le dernier point qui était important à l'ère du référencement traditionnel et qu'il l'est encore plus à l'ère des IA génératives, c'est le côté cohérence multi-plateforme. On l'a vu dans la slide précédente, lorsque vous allez faire un prompt sur une IA, encore une fois pour une requête d'ordre local, l'IA va décomposer, va découper votre requête en plusieurs sous-recherches et donc va aller analyser potentiellement plusieurs sources différentes. Eh bien, si sur votre fiche Google, mon restaurant de Bordeaux est indiqué comme étant ouvert le week-end entre le samedi par exemple entre midi et 23 heures et que sur la fiche TripAdvisor, il est indiqué que le restaurant est fermé, le même restaurant, et que sur Petit Futé, il est ouvert mais que le soir, donc trois sources différentes, trois informations contraires, eh bien l'IA, vous pouvez être sûr, va exclure de sa recommandation cet établissement parce qu'elle considérera que c'est pas fiable. Et c'est évidemment un exemple parmi tant d'autres sur le côté horaire d'ouverture, mais ça peut être le cas bien évidemment sur des données essentielles comme l'adresse, comme les avis. Si on a une disparité entre les informations, c'est évidemment déroutant pour l'IA qui ne prendra pas de risque et qui évitera donc de vous recommander à un internaute. Justement, au-delà du côté type d'information, où elles vont aller puiser ces informations sur vous.
On l'a catégorisé en trois grandes, on va dire, on a trois grandes parties principales ou trois endroits principaux. Tout d'abord, les annuaires et les bases de données géolocalisées. Alors, quand on parle d'annuaires, on va penser spontanément à Google Maps, notamment aux fiches Google Business Profile, qu'on pourrait d'ailleurs positionner aussi dans ma deuxième catégorie, à savoir les sites de notation et avis clients. C'est un peu entre les deux et c'est vrai. Même chose pour les pages jaunes. Donc, ce sont des sources d'informations privilégiées sur des requêtes d'ordre local, puisque généralement, tous les établissements ont une fiche Google, généralement avec des informations à jour, ou en tout cas, c'est la source que les établissements vont privilégier dans les mises à jour et oublier le reste, ce qui peut être pénalisant. Mais c'est plutôt l'usage, on va dire, courant d'avoir sa fiche Google remplie. Et si ce n'est pas le cas, encore une fois, n'hésitez pas à le faire à l'issue de ce webinaire, parce que c'est vraiment un élément majeur qui va être regardé par l'IA. Alors, quand on parle de base de données géolocalisées, ça va être des outils aussi potentiellement de GPS, de cartographie. On pourrait citer MapQuest. Alors, parfois, c'est des entreprises que le grand public ne connaît pas forcément et pour lesquelles on n'a pas du tout d'usage, mais pour autant qui vont être importants aux yeux des IA parce que les données sont bien structurées, bien visibles, bien interprétables, ou aussi peut-être parce qu'il y a des accords qu'on ne maîtrise pas. Mais parfois, on a ce type de source qui apparaît, en tout cas qui est utilisé sans qu'on le sache, et qui est favorisé pour les IA, alors que ce n'est pas forcément connu et utilisé du grand public. Quand on parle de sites de notation et d'avis clients, je le disais, on pense spontanément aux fiches Google, mais aussi à des plateformes généralistes, comme par exemple Trustpilot ou Custplace. Nous, c'est notre métier aussi de proposer des pages publiques d'évaluation sur lesquelles on diffuse les avis de nos clients. Et puis ensuite, plutôt des sites sectoriels, des verticales métiers, comme TripAdvisor dans le domaine du tourisme, The Fork, par exemple, pour la restauration, Booking pour les hôtels, etc., etc. Donc ça, c'est autant de sources qui vont être consultés justement pour cette sous-requête de recommandation, pour comprendre si vous êtes une source fiable, si les feedbacks et les retours des clients sont pertinents, sont intéressants. Et donc, si l'IA considère que vous êtes enclin, ou en tout cas si vous méritez d'être mis en avant. Et puis le site officiel. Alors, on a tendance à l'oublier ou pas, mais votre site Internet, si vous en avez un, au sujet de votre marque, de votre établissement ou de votre réseau. Peut-être que vous êtes là ce matin parce que vous avez un réseau avec plusieurs établissements, magasins, agences ou autres. Et bien dans ce cas-là, vous avez a priori un store locator donc, ou des pages pour vos établissements sur votre site. Et bien c'est une source aussi qui va être consultée, mais qui ne va pas être priorisée par rapport à des sources avec un contenu généré par les utilisateurs, puisque c'est tout à fait légitime, mais évidemment, sur son propre site, on ne va pas mettre en avant ses défauts ou ses points négatifs, et c'est tout à fait légitime, mais l'IA le sait et le comprend bien, et donc elle donnera plus de poids quand même à ce qu'elle peut retrouver sur des sources tierces, encore une fois, avec un contenu, on va dire, généré par les utilisateurs, ce qu'on appelle l'UGC. Et puis des sites médias, des articles de presse, de journaux, hein, j'en parlais précédemment, mais c'est évidemment important pour le côté autorité de votre marque ou de votre établissement. Ce qui est important de noter aussi, alors là, je fais surtout référence et j'appuie surtout sur la partie locale. Vous avez peut-être vu passer des articles ou des schémas avec la mise en avant de sources telles que Reddit, notamment qui est très cité sur ChatGPT. Reddit qui est un blog forum, un site américain très utilisé pour le coup aux États-Unis, un petit peu moins en France, mais qui est quand même bien référencé et bien visible, donc sur lequel les internautes vont échanger sur des sujets divers et puis laisser parfois des avis ou en tout cas partager leur expérience au sujet d'une marque. Donc c'est une source dont on parle beaucoup parce qu'il y a peut-être des accords avec ChatGPT. En tout cas, c'est une source c'est la source qui est la plus recommandée sur des requêtes d'ordre global. Mais là, ce qui m'intéressait surtout ce matin, c'était d'évoquer
les sujets de recommandation et d'ordre local. Et dans ce cas-là, c'est un peu différent. Je me permets de faire la précision parce que peut-être certains d'entre vous vous disent, mais vous saviez que c'était Reddit en premier, et vous dites, mais il ne parle pas de Reddit, parce que là, vraiment, on se concentre, encore une fois, sur le côté local qui peut être un peu nuancé par rapport à des requêtes un peu plus classiques. Alors, vous allez me dire pourquoi certains établissements, finalement, gagnent par rapport à d'autres. Quand je dis gagnent, c'est pourquoi certains sont recommandés et pas d'autres. Bah, finalement, j'ai répondu un peu à cette question là depuis 5 ou 10 minutes parce que certaines entreprises ont compris qu'il fallait structurer leur écosystème avec un certain type de données, avec des balises pour être bien visible et bien lisible surtout par les LLM, avoir une réputation solide avec des avis authentiques, ce qui permet de renforcer la crédibilité, puisqu'on le sait, sur des plateformes ouvertes, type Google ou d'autres, il peut y avoir malheureusement parfois des faux avis qui peuvent être émis, parce que les plateformes sont ouvertes. Donc le fait d'avoir ses propres avis authentiques, certifiés NF, eh bien évidemment, c'est un gage de réassurance pour les moteurs de recherche traditionnels, pour les LLM et aussi pour vos futurs clients. Et bien évidemment, c'est intéressant de compléter ces avis certifiés à des avis, bien sûr, sur Google et sur des plateformes spécialisées selon votre secteur. Mais j'ai envie de dire, c'est bien de diversifier, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et d'avoir une stratégie d'e-réputation qui va être assez homogène entre les différentes plateformes qui ont de l'importance par rapport à votre secteur d'activité. On en a parlé, avoir un contenu qui est adapté, qui est enrichi, qui va répondre aux vraies questions, entre guillemets vraies, des consommateurs, mais surtout aux questions récurrentes et avec un langage, je le disais, mais conversationnel qui va être pour le coup apprécié par les IA. Et puis, bien évidemment, j'en ai parlé aussi, mais je le redis parce que c'est important, le côté homogénéité, le fait d'harmoniser l'information présente sur tous les médias sur lesquels vous pouvez être présent. Encore une fois, si vous avez un ou plusieurs établissements, peut-être que vous êtes sur Google, sur les pages jaunes, sur Facebook, sur Reddit, sur LinkedIn, etc., etc. Et faire en sorte que l'information soit la même partout. J'insiste, mais s'il y a bien un point à retenir peut-être de ce matin, c'est celui-ci, de ce côté homogénéité de l'information entre tous les médias. Prenons un exemple, justement pour illustrer ça, d'un bon élève qui est mon restaurant pour le coup. Alors, quand je dis mon, ce n'est pas le mien, mais le restaurant en tout cas qui m'a été recommandé par ChatGPT au tout début de notre présentation. Hein. Donc, je le redis, la requête voilà, pour mon week-end à Bordeaux avec ma femme et nos 2 enfants. Et donc, c'est le restaurant Les Drôles que je ne connaissais pas avant de vous partager, avant de partager ces résultats. Mais en regardant un peu de plus près, la raison pour laquelle c'est ce restaurant qui est ressorti en premier et pas un autre, eh bien, j'ai tout de suite vu une fiche Google bien optimisée, avec toutes les informations essentielles pour trouver le restaurant, avec notamment les horaires d'ouverture et donc qui est bien ouvert le week-end. Et puis, une e-réputation qui est pour le moins très bonne, avec 4,7, plus de 2000 avis. Encore une fois, les informations corroborent sur TripAdvisor, sur Apple Plan, sur Page Jaune, une réputation qui est relativement homogène. J'ai aussi 4,7 sur TripAdvisor, j'ai plus de 4000 avis. Même chose sur Apple Plan et la note sur les pages jaunes est très bonne. Donc là, on a pour le coup, ça expose vraiment tous les éléments que j'ai pu vous présenter jusqu'à maintenant, du côté présence multiplateforme et surtout cohérence et homogénéité de l'information qui est proposée. Donc concrètement, on arrive à la fin de ce webinaire. Si vous voulez un plan d'action, si vous voulez mettre en œuvre certaines actions pour tester dans un premier temps votre visibilité et ensuite essayer de l'améliorer, eh bien, vous pouvez assez facilement faire un audit un petit peu vous-même en ouvrant, je vous conseille d'ouvrir une navigation privée, surtout si vous avez un compte sur ChatGPT ou sur d'autres d'ailleurs, mais la réponse peut être un peu biaisée s'il vous connaît déjà, s'il sait que vous êtes propriétaire d'un établissement ou vous représentez un réseau, etc. Il va peut-être vous donner l'information que vous avez envie d'entendre et qui ne sera pas une information neutre ou impartiale. Donc, je vous conseille d'ouvrir une navigation privée, voire même de faire depuis une autre IP
Et vous pouvez tester et poser la question. Si par exemple, vous avez un hôtel, je ne sais pas, à Deauville, et que vous voulez savoir si votre hôtel est bien référencé, eh bien, vous allez pouvoir créer 2-3 prompts autour de ça. Voilà, est-ce que tu peux me recommander un hôtel pour venir avec ma femme, mes enfants ce week-end à Deauville, ou quels sont les 3 meilleurs hôtels à Deauville, etc., etc. Préparer quelques prompts et pouvoir tester par vous-même votre visibilité. Dans un deuxième temps, ça va être de vérifier, ou en parallèle d'ailleurs, je dis dans un deuxième temps, mais ça peut être fait en parallèle, de vérifier votre cohérence entre toutes les plateformes. Déjà, faire un état des lieux aussi. Est-ce que j'existe sur des plateformes sur lesquelles j'aurais éventuellement jamais eu d'action, mais peut-être qu'un internaute a créé une fiche pour moi. Donc, allez vérifier si votre ou vos établissements sont présents sur plusieurs plateformes, si l'information est homogène. Et si ce n'est pas le cas, surtout si vous n'êtes pas au courant qu'une fiche a été créée pour vous, il y a fort à parier que les informations ne soient pas à jour et donc pouvoir en quelque sorte rectifier le tir. Avoir une optimisation de votre e-réputation. C'est tout l'enjeu, bien évidemment, lorsqu'on parle de recommandations au niveau local. J'en ai parlé tout au long de ce webinaire. C'est évidemment d'avoir une e-réputation qui est solide. Donc, complétez, je le disais il y a quelques minutes, mais complétez votre e-réputation ou en tout cas la fournir d'avis authentiques, d'avis certifiés, un élément de réassurance très important, et être présent sur les plateformes sectorielles qui ont du sens. Encore une fois, il n'y a pas une réponse toute faite ou une réponse ou une seule réponse, puisque ça va dépendre de votre secteur d'activité, mais être présent à minima sur une plateforme d'avis authentique, d'avoir des avis Google page jaune et au moins une plateforme sectorielle, peut-être à l'ère de l'IA, pour le coup, la stratégie gagnante. Baliser vos pages, on en a parlé. Alors là, on rentre un peu dans la technique, donc plutôt être accompagné sur cette partie-là en interne, mais réussir à structurer vos données pour qu'elles soient encore une fois lisibles et interprétables par les IA. Et puis surtout, j'ai envie de dire, piloter votre visibilité IA dans le temps. Tous ces sujets sont relativement nouveaux, sont relativement récents. Il y a des choses qu'on apprend aussi et des choses qui évoluent. Rien n'est figé dans le marbre à ce stade, bien au contraire. On découvre beaucoup de nouvelles choses, de nouveaux critères au fur et à mesure du temps. Et donc, pouvoir piloter, suivre, monitorer en quelque sorte, suivre votre visibilité au sein de ces nouveaux outils de recherche en ligne pour ensuite pouvoir adapter les leviers, les points sur lesquels il faut appuyer, etc. Évidemment, paraît être un élément indispensable de pouvoir suivre, encore une fois, vos positions dans les LLM. Et donc, nous, pour faire du lien avec finalement chez Cosplace, avec tous ces sujets qu'on a pu évoquer, on a développé récemment des pages qu'on appelle les Cosplace Local Profile. Donc, ce sont des pages dans notre écosystème, sur le site de Cosplace, dédiées à nos clients, dédiées aux établissements, dédiées aux marques, pour faire en sorte d'envoyer toute la sémantique, toutes les informations, tous les signaux de confiance nécessaires pour que les IA puissent identifier ces établissements et les recommander. Donc, en quelque sorte, Cosplace devient un intermédiaire, pardonnez-moi, entre vous et les LLM pour ressortir dans les résultats et faire en sorte de vous recommander. Alors, on a plein de petites techniques au-delà du côté données structurées. On sait quels sont les signaux de confiance prisés par les IA, comme par exemple une réputation bien sûr solide, mais le fait de répondre à ses avis, d'avoir une cohérence multiplateforme, d'avoir des FAQ enrichis, etc., etc. Autant d'éléments qu'on va mettre en avant pour faire en sorte que vous soyez le mieux cité possible lorsque vous avez un établissement physique, un réseau d'établissements aussi, bien sûr, ou encore en tant que marque, si vous êtes peut-être que vous êtes là ce matin mais que vous n'avez pas d'établissement physique, ça marche aussi, même quand on est une activité de e-commerce. Voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. Il est 11h40. S'il y a des questions dans le chat, surtout n'hésitez pas à les poser. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et s'il y a des questions même sur d'autres sujets, voilà, n'hésitez pas, on peut prendre un petit temps ensemble. Je vois qu'il y avait une question d'Hélène et Nicolas y a répondu. Il arrive parfois que l'IA recommande des URL qui n'existent plus ou des infos qui ne sont plus à jour. Est-ce que les réponses générées par l'IA sont datées de la même manière
que les LLM. Donc, Nicolas a répondu, non, les réponses ne sont pas datées. Effectivement, car on ne sait pas quand les robots, donc les crawlers, parce qu'il y a des robots qui passent, notamment quand il y a des requêtes qui sont déclenchées, comme on l'a vu tout à l'heure, on n'a pas les éléments précis sur les dates, sur les mises à jour, etc. De ces IA. Ça peut rester assez nébuleux. Pour le coup, c'est parfois un peu leur popote interne. Il y a des éléments qu'ils n'ont pas forcément envie de mettre en avant. Ouais, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas. On peut prendre encore une fois quelques minutes pour y répondre. S'il n'y a plus de questions, je vais vous remercier d'avoir été présent ce matin, d'être resté jusqu'au bout. Si vous souhaitez qu'on échange en direct sur ces sujets d'e-réputation, d'IA, de recommandations, comment rendre plus visibles mes établissements dans les IA, je me ferai un plaisir de discuter avec vous de manière totalement gratuite, bien évidemment. N'hésitez pas à scanner le QR code qui apparaît. Vous pouvez m'écrire aussi sur thibaut@cursplix.com, Thibaut sans L, Thibaut, pour un échange de 20-30 minutes sur tous ces sujets, pour en savoir un petit peu plus. Vous êtes on est aux prémices, bien évidemment, de ces sujets. Donc, il est important de pouvoir s'en saisir rapidement. Mais évidemment, je n'ai pas besoin de vous convaincre. Si vous êtes présent ce matin, c'est que vous vous y intéressez. Pardon. Et donc, c'est important de pouvoir prendre une longueur d'avance, on va dire, sur ces concurrents. Voilà, merci en tout cas à toutes et à tous pour votre participation. Toujours un plaisir de partager de l'info. Je vous donne rendez-vous vraisemblablement à la rentrée, puisque là, on va être dans la période estivale. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur cursplix.com si vous n'êtes pas encore inscrit. Vous pouvez vous inscrire à notre newsletter. On partage plein d'informations sur ces sujets passionnants de l'IA, des LLM, des recommandations, des avis, du local, etc. tous les mois. On a une newsletter pour vous partager tout ça. Vous pouvez nous suivre aussi sur LinkedIn pour rester branché sur toutes ces infos si ça vous intéresse, bien sûr. Et moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain événement, peut-être en juillet ou au plus tard en septembre. Donc, des formats webinaires de 30-40 minutes, généralement les jeudis comme maintenant à 11 heures, pour vous partager des sujets d'actualité et vous donner des informations qu'on espère intéressantes pour vous sur tous ces sujets qui nous passionnent. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.